Bonjour Nico, Salut Antoine. de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien écoute, tu auras des questions sur les acouphènes, sur l'amnésie et son utilité en séance, sur comment toi tu formules les suggestions directes, et quelque chose sur le magnétisme animal et l'hypnose profonde. Parfait, eh bien c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e rendez-vous de questions-réponses sur l'hypnose. Aujourd'hui la formule est un petit peu différente puisque jusque-là on était en live pendant le confinement et vous posiez vos questions en direct. Cette fois, eh bien, Nicolas a récolté vos questions sur les commentaires YouTube ou sur Facebook et va me les poser dans les conditions du direct. C'est-à-dire je sais pas vraiment de quoi on va parler ce soir, mais voilà, on va faire ça très simplement. Et puis également il va se faire l'avocat du diable et me poser des réactions également pour se faire un peu votre voix. Et on va commencer par quoi, Nico, aujourd'hui? Dis-moi. Eh bien écoute, une question qui avait été posée dans les lives précédents sous plusieurs angles, et donc du coup on va commencer par les acouphènes si ça te convient. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette question? Vas-y, j'écoute. Eh bien, très bien. Alors c'est une personne qui se demandait en séance comment toi tu accompagnes les acouphènes. Alors bien sûr on ne parle pas des suivis qui auraient besoin d'être médicaux, mais vraiment là hors cause physiologique. Et quels outils éventuellement toi d'auto-hypnose tu pourrais transmettre, des outils simples pour aider la personne à mieux les gérer au quotidien, à pouvoir vivre mieux avec. D'accord, alors oui, c'est une question qui revient souvent, étrangement, alors parce que c'est Oui, pas c'est forcément vrai. la demande qu'on a le plus en cabinet non plus, hein. Parce que les gens pensent pas forcément que l'hypnose peut avoir une action là-dessus, mais en effet, c'est vrai que l'hypnose peut être quand même une indication intéressante. Donc comme tu disais, c'est vrai qu'il faut écarter d'abord toutes les causes physiologiques, ça, donc il faut bien s'assurer qu'on est en train de travailler sur un phénomène d'acouphène qui est vraiment uniquement, qui n'est plus lié à une lésion. Mhm. Ça, c'est une chose. Alors l'acouphène quand même, parce que peut-être tout le monde n'a pas forcément une idée très claire de ce que c'est la perception d'un son. Par exemple, ça peut être des bourdonnements, où il y a des gens qui vont entendre des sifflements, ou d'autres sons qui en général sont quand même assez désagréables. Mais ça dépend, vous pouvez avoir des personnes qui vont entendre des sons, mais qui sont pas hyper désagréables, mais souvent c'est quand même très désagréable, donc ça génère une gêne. Qui sont pas liés à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment absolument rien à un niveau acoustique. C'est vraiment produit en interne, voilà, par le crâne, quoi. C'est-à-dire par l'oreille ou par d'autres interférences. Et donc la personne entend des sons qui n'existent pas, pour ainsi dire. Et donc c'est vrai D'accord. que ce qu'on appelle l'acouphène, c'est une partie symptomatique. C'est-à-dire par exemple, c'est souvent, si une personne a une lésion au niveau de l'oreille, elle peut avoir un acouphène. Donc dans le sens où elle peut entendre, elle peut avoir cette espèce d'hallucination de son qui n'existe pas. Mais ça peut être le symptôme d'autres troubles, et notamment de troubles psychologiques éventuellement, ou ça peut être aussi juste quelque chose qui est resté après une lésion. La lésion est elle-même résolue, mais il y a toujours ce symptôme qui reste, qui devient du coup psychologique. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que il y a eu une discussion récemment sur un forum où justement on se demandait et on discutait sur la possibilité pour les acouphènes de disparaître. Certaines personnes disaient les acouphènes ne disparaissent pas, on peut éventuellement par l'hypnose faire en sorte que la personne ne les entende plus, mais ils sont toujours là. Et pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, puisque c'est un peu comme dire qu'une personne, par exemple, si une personne a mal, si une personne a une douleur, de dire que j'ai réussi à faire disparaître sa douleur, mais la douleur est toujours là. Non, si elle n'a plus mal, elle n'a plus de douleur. Par contre, elle peut avoir encore une blessure. Si elle était blessée et qu'elle avait mal parce qu'elle était blessée, sa blessure est toujours là. Là, pareil pour les acouphènes. Les acouphènes, ça désigne le fait d'entendre les sons. Donc si la personne ne les entend pas, à ce moment-là, l'acouphène n'est pas là. Et si toute sa vie, cette personne se retrouve à ne pas les entendre, on peut dire qu'ils ont disparu. Simplement, en effet, s'il y a une cause sous-jacente, il peut y avoir une chance qu'on arrive à les éteindre temporairement, mais que la cause, les cause à nouveau. Donc il y a deux axes principaux, mais c'est un peu comme quand on travaille sur le sommeil, etc. Il y a deux axes principaux qui Oui. sont soit je vais travailler la cause, s'il y en a une. Alors si la cause est physiologique, c'est justement le travail du soin médical, mais si la cause est à un autre niveau psychologique, alors un psychologue, un psychothérapeute pourra faire un travail de fond sur cette cause. Soit je vais travailler à l'apaisement de la souffrance immédiate, c'est vraiment du symptôme. Et en hypnothérapie, souvent, c'est ce qu'on va faire sur ce genre de choses. Donc je vais travailler uniquement sur cette partie-là, sachant que du coup, ça va peut-être pas résoudre un problème de fond, ça va peut-être revenir, mais on va pouvoir y retravailler à chaque fois pour lui fournir un apaisement régulier,
Ou bien, et c'est là que la deuxième partie de la question, je pense que la question est posée par quelqu'un qui connaît un peu la question, qui connaît un peu le sujet quand même. Ou bien, ou bien justement, on va fournir à la personne des outils d'auto-hypnose, et ça, moi, je procède souvent comme ça, fournir à la personne des outils d'auto-hypnose afin qu'elle puisse ensuite gérer son acouphène par elle-même. C'est-à-dire, c'est pas un travail de fond, c'est sûr, mais dès qu'il revient, elle va pouvoir le diminuer ou le rendre moins désagréable, voire l'enlever. Ce qui fait que, en fait, on pourrait résumer la chose de différentes façons. Soit on fait un travail de fond pour faire en sorte qu'elle vive sans ses acouphènes, qu'ils disparaissent, soit on fait un travail, on l'équipe pour faire en sorte qu'elle puisse vivre avec. Donc dans pas mal de cas, c'est bien déjà de l'équiper pour faire en sorte qu'elle puisse vivre avec. De faire en sorte que déjà la gêne qui est procurée par ce symptôme soit diminuée, pour qu'ensuite, éventuellement, elle ait plus de loisirs, elle soit mieux reposée, ça la gêne moins, ça l'empêche moins de dormir, etc. Et du coup, si elle est moins fatiguée, elle va pouvoir éventuellement, si elle le souhaite, faire un travail de fond pour avancer sur des dossiers qui sont corrélés. Mais si elle le souhaite seulement. Mais bon, quand je dis ça, évidemment, la question c'est comment faire. Alors il y a une méthode toute simple qui nécessite même pas une hypnose profonde, même carrément pas d'hypnose, même dans certains cas, et qu'on m'avait apprise et qui marche très très bien et que j'utilise souvent. Mais alors encore une fois, ça marche pas très bien avec tout le monde. Je veux dire, les acouphènes, clairement, il y a des cas où on a beaucoup de succès, il y a des cas où on a beaucoup plus de fil à retordre, et parfois on n'y arrive pas, mais ça valait le coup d'essayer quand même. Mais une méthode qui fonctionne bien, c'est de passer par l'idéomoteur. Je m'explique. Vous faites par exemple une lévitation du bras. Alors, pas forcément une lévitation du bras dans un état d'hypnose, ça peut être vraiment un petit test, vous faites une catalepsie, vous mettez la main de la personne en l'air, ou par exemple les deux mains l'une en face de l'autre, et puis vous les faire se rapprocher, comme si elles étaient aimantées, etc. Donc un phénomène comme ça qui nécessite pas vraiment d'être hypnotisé avant. Simplement, vous faites en sorte quand même d'avoir obtenu une bonne qualité de dissociation. Ça, c'est très très important pour la suite. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une lévitation du bras, la main qui monte, le coude qui se plie, peut-être que vous avez commencé par une méthode qui consiste pour la personne à y mettre du sien, à le vouloir et à aider un peu, ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à un point où elle a la main qui monte sans y mettre du sien. Elle la regarde monter, elle est étonnée. Ah, tiens, elle monte toute seule ma main, peut-être même par à-coup, peut-être... Voilà, vraiment une belle qualité de dissociation, quitte à ce que ça soit long, mais on prend du temps pour ça. Parce qu'une fois qu'on a ça, donc on peut faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une fois qu'on a ça, on va pouvoir dire, maintenant, on va refaire la même chose, mais cette fois, quand je vais donner le signal à votre main de monter, elle va monter, mais plus la main va monter, et plus votre acouphène va augmenter. Vous allez l'entendre de plus en plus, ça va être de plus en plus gênant d'ailleurs, peut-être même quand la main sera vraiment bien montée, ça sera douloureux. Donc éventuellement, avant, vous lui avez demandé sur une échelle de 0 à 10 à combien il est, et puis comme ça, vous faites monter la main, et puis ensuite vous lui demandez maintenant c'est à combien. Et donc vraiment, dans la plupart des cas, vous avez un bon résultat, vous avez un très bon résultat, c'est-à-dire que la personne a un acouphène qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus gênant. Ce qui fait que, finalement, au fond d'elle, elle a qu'une envie, c'est que ça descende. Elle a qu'une envie, c'est que ça redescende. Donc ça, vous avez également augmenté sa motivation. En augmentant la gêne, vous augmentez la motivation d'une certaine façon. Puis vous lui avez prouvé une chose. Vous avez fait une première étape qui prouve une chose, c'est on peut agir dessus. Il y a déjà un premier recadrage, une première croyance. C'est pas on peut agir dessus positivement, on peut agir dessus pour l'enlever, c'est on peut agir dessus, déjà. Chaque chose en son temps. Donc ça semble, il y a moins de pression, la personne le veut moins, ça. Donc elle va moins se dire, oh là là, j'espère que ça va marcher. Bon, elle ne veut pas que ça augmente. Donc à la limite, elle se fait surprendre. Donc on a vraiment un peu moins de résistance. Ensuite, vous demandez à la main de descendre, et évidemment, plus la main descend, plus l'acouphène descend. Et donc la personne, ensuite, vous lui faites retester, sur une échelle de 1 à 10, par exemple, et là, elle constate qu'en effet, son acouphène est descendu. Vous pouvez refaire l'expérience plusieurs fois, mais surtout, ce qui va être intéressant dans un deuxième temps, ou on va dire dans un troisième temps. Disons qu'il y a un premier temps qui est entraîner à la lévitation de main pour du beurre. Deuxième temps, on le relie à l'acouphène, et c'est vous qui déclenchez. Le fait de le faire monter, de le faire descendre. Troisième temps, c'est toujours relié à l'acouphène, mais cette fois, c'est lui qui déclenche, ou elle qui déclenche. C'est-à-dire que vous dites à la personne, vous allez dire tel mot, ou vous allez donner un ordre à votre main, elle va monter, et l'acouphène va monter. Puis ensuite, vous allez donner tel autre ordre à votre main, puis elle va descendre. Et vous lui faites faire, vous l'accompagnez, vous le faites faire avec la personne. Et donc là, elle constate que c'est vrai que non seulement ça répond, mais ça répond à son signal aussi. Donc vous lui filez le relais. Et puis dans un dernier temps, enfin, vous pouvez carrément même... lui dire, moi c'est souvent ce que je fais, c'est que je l'envoie faire tout seul. C'est-à-dire que même je lui demande de changer de position, de se mettre debout ou assis ou sur une autre chaise, etc. Et d'aller se faire un peu ça en auto-hypnose pendant 5 minutes, et puis de me dire ensuite quand c'est fait.
Et donc la personne constate qu'elle sait le faire. Et donc ça, maintenant, après, elle peut le faire chez elle. C'est-à-dire que quand elle a cette acouphène, chez elle, elle peut prendre 5 minutes pour l'augmenter d'abord, puis le diminuer, voire le faire disparaître complètement. Bon, alors vous allez me dire, c'est juste un apaisement de surface, mais c'est un apaisement de surface que la personne sait faire Tu elle-même. anticipes ma question. Ah oui, j'ai l'habitude de ces questions, mais c'est un apaisement de surface, certes, mais que la personne sait faire elle-même. Donc il y a quand même une autonomisation, un apprentissage. Et puis d'abord, ça permet de voir si la personne l'a fait ou pas. Si elle l'a pas fait, on peut vraiment questionner sa motivation quand même dans le projet. Donc déjà, si elle a fait ça, on peut peut-être aller chercher plus loin après. Mais il y a un phénomène que j'ai constaté plusieurs fois, pas forcément systématiquement, mais plusieurs fois, c'est qu'il y a des personnes, quand on leur donne comme ça, quelque chose qui leur permette de s'apaiser, au bout d'un moment, elles l'ont plus, le symptôme, ou très rarement. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui savait que ça sert à rien de le faire, puisque de toute façon, il sait comment l'enlever. Il y a une partie d'elle qui est rassurée, peut-être. Il y a toute une peur qui était autour, ou peut-être aussi une croyance. Peut-être que c'est une question de croyance. Peut-être que la personne avait la croyance que c'est là, et qu'elle va en souffrir toute sa vie. Et désormais, maintenant qu'elle a un levier, évidemment, elle par l'expérience acquis une compréhension différente de ce qui se passe en elle. Et maintenant, elle sait désormais que c'est très relatif quand même tout ça. Et du coup, elle y croit moins, et du coup, elle l'a moins. Enfin, je sais pas par quel truchement, mais en tout cas, le fait d'agir de cette manière-là, souvent permet à la personne ensuite qu'elle s'en débarrasse d'une manière harmonieuse et profonde, bien intégrée. Donc ça vaut le coup d'essayer parfois de vraiment agir sur le strict minimum, une sorte de pédagogie, d'une reprise d'un contrôle de soi, et pas plus, pas tellement plus derrière. Pas forcément chercher à ce que moi je sois celui qui a exorcisé cette personne en disant maintenant l'acouphène sort de tes oreilles. Ça peut être une approche en effet. Donc ça peut être une approche d'auto-hypnose. Je pense en tout cas que... Alors là, c'est une approche d'auto-hypnose qui permet de focaliser dessus. Il y a des approches qui consistent à focaliser sur autre chose, comme avec la douleur. Mais avec l'acouphène, ça me semble un petit peu délicat, quoique, ça dépend. Si la personne répond bien à l'auto-hypnose, en effet, on peut lui faire aussi, tout simplement, lui apprendre tout simplement à aller dans un endroit et à rêver en auto-hypnose et à quitter l'ici et maintenant. Et à ce moment-là, ce qui va être intéressant dans l'expérience imaginaire, ça va être surtout qu'elle focalise son attention sur des sons. Par exemple, si elle s'imagine dans un jardin et qu'elle écoute le bruit des oiseaux, soudain, elle va décider que ce qui parvient à sa conscience comme bruit ne sont plus des bruits en provenance du monde réel, ni des bruits qu'elle se rajoute sur le monde réel, mais sont désormais les bruits de cette expérience. Donc elle va pouvoir entendre les oiseaux, etc. Et quand elle revient, en général, elle récupère... C'est pareil comme avec la douleur, elle récupère pas l'acouphène entièrement, voire pas du tout. Donc le fait d'avoir pendant 5 minutes ou 10 minutes su aller ailleurs et se couper complètement des sons, c'est aussi une excellente méthode pour apaiser sur le coup. Après, pour un travail de fond, en fait, vu que c'est qu'un symptôme, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir toutes sortes de choses, donc il faut sortir la méthode qui corresponde à ce qu'il y a derrière. Moi, je dirais méfiez-vous des interprétations. J'entends parfois, ou je lis parfois des gens qui vont se ruer sur des interprétations. De toute façon, les acouphènes, c'est signe de ceci, de cela. C'est toujours un problème de relation avec soi, avec ceci, avec sa mère, avec son père. Ou alors, comme c'est lié à l'oreille, ou alors il y a quelque chose que je ne veux pas entendre. C'est comme le bruxisme, où les gens disent il y a quelque chose que je n'ose pas dire. Moi, je suis pas très très client de ce genre de psychologie de comptoir. Mais par contre, il peut s'avérer que c'est vrai. Il peut s'avérer que parce que la personne rentre dans l'hypnose, elle accède à un moment donné à une compréhension, et finalement, dans l'hypnose, nous dit, mais le problème, c'est pas l'acouphène, il y a ça et ça et ça, et on se dit, mais bien entendu, ça fait sens. Mais il faut que ça vienne de l'autre spontanément en ce cas-là. Il ne faut pas que ça soit nous qui allions projeter et expliquer à la personne que l'acouphène, en psychologie, ça signifie ça et ça. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas de la psychologie d'ailleurs. Donc voilà ce qui me vient sur la question de l'acouphène, qui est un vaste sujet, mais voilà, aussi une chose, on perd rien à essayer sur un truc comme ça, vraiment, soit au pire ça marche pas, mais les gens sont vraiment dans une gêne terrible, et ça vaut le coup d'essayer de les apaiser avec l'hypnose quand même. C'est intéressant ce que tu disais justement par rapport au fait de traiter directement le symptôme, donc du coup le bruit parasite et la gêne occasionnée, parce que justement j'avais un complément de question par rapport au problème de sommeil que ça pouvait entraîner, tu sais, avec le bruit qui empêche de dormir, etc.
Et rien que le fait d'apaiser, effectivement, et de donner un outil à la personne pour apaiser, ça lui permet de mieux dormir et donc du coup d'avoir plus d'énergie au quotidien pour régler le problème en profondeur et puis même pour pouvoir profiter un peu plus de sa vie. Donc c'est vrai que c'est quand même assez important. Je le souligne par rapport à ce que tu disais, quoi. Ah oui, absolument. Je crois que vraiment, enfin, je veux dire, alors le problème de l'acouphène peut empêcher l'endormissement. C'est vrai que ça peut être très très gênant, mais ça peut être lié. Ouais. On ne sait pas en fait si c'est l'acouphène qui a un impact sur le sommeil, ou Mhm. si d'abord c'est la fatigue accumulée par un problème de sommeil qui va pouvoir aussi favoriser des acouphènes et d'autres phénomènes de distorsion comme ça. Ou Mhm. si ce sont deux causes de la même, deux effets de la même cause, c'est-à-dire qu'ici il y a un problème à l'intérieur de la personne qui à la fois cause les acouphènes et à la fois l'empêche de dormir. Donc les corrélations sont très délicates. Mais en effet, on peut avoir, et quand je dis on, évidemment, là, il faudrait faire du métamodèle sur ce on, mais justement, c'est du on, c'est du on, voilà, le on a une fonction en français qui n'est pas celle du nous, qui est certaines personnes, voilà, ou quelqu'un, ou au Ouais. moins une personne. Il suffit de dire qu'il y ait au moins une personne pour qu'on puisse dire on. Donc je vais me permettre de dire on. On peut parfois avoir une tendance, donc quelqu'un, au moins une personne, et j'en connais quelques-uns, donc peuvent avoir une tendance à vouloir absolument faire un travail de fond, à vouloir absolument être un psychothérapeute des profondeurs sur quelle que soit la question, quoi, quelle que soit la question. Même si quelqu'un arrive avec quelque chose de très superficiel, il faut absolument trouver ce qu'il y a derrière. Or, quand on cherche, on trouve, hein, on peut facilement arriver à créer des liens et des causes, etc. Mais même quand il y a quelque chose derrière, c'est pas toujours notre boulot de s'en occuper. On a souvent des troubles qui en réalité sont circulaires, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un a un blocage émotionnel, du coup ça lui crée des ruminations, ces ruminations l'empêchent de dormir, comme il dort pas il est fatigué, comme il est fatigué il est beaucoup plus émotif, comme il est beaucoup plus émotif son blocage s'exprime, Ouais. enfin ouais, là je dis ça, c'est pas forcément hyper logique ce que je dis, mais voilà, et du coup comme son blocage s'exprime, ça le fatigue, comme ça le fatigue le soir il arrive moins bien à dormir, etc. Donc il y a une chaîne, on sait plus où est l'œuf et la poule là-dedans. Donc à un moment donné, il faut casser cette chaîne par quelque chose. Et ça peut être une très très bonne idée de casser cette chaîne par une approche très très directe sur, par exemple, le sommeil. Ok, la personne va mieux dormir, mais elle va mieux dormir artificiellement, en réponse à une suggestion. Oui, mais n'empêche qu'elle sera mieux reposée. Et si elle est mieux reposée, il est possible qu'elle gère un peu mieux sa sensibilité. Et si elle gère un peu mieux sa sensibilité, elle va pouvoir peut-être auprès de son psychanalyste, son psychothérapeute, j'en sais rien, mieux aborder, ou auprès de son hypnothérapeute, pourquoi pas, mieux aborder d'autres aspects qui n'étaient jusque-là pas accessibles vu son état, quoi. Donc parfois la priorité elle est juste de reposer Ouais. la personne, ou de la soulager d'une gêne ou d'une douleur, ou d'un acouphène qui pose un problème là, immédiatement, maintenant. Donc c'est pas le diable d'agir sur des effets superficiels. C'est pas vraiment un sacrilège absolu, au contraire. C'est amener un apaisement, on sait qu'il ne sera pas forcément toujours durable et solide et suffisant, mais il est quand même un apaisement. Amener un apaisement, c'est amener un apaisement. Et j'ajouterais que, bon, je ne vais pas faire toute une tartine là-dessus, parce que la question ne porte pas là-dessus, mais pour l'avenir de l'hypnose, et en particulier l'avenir de l'exercice de l'hypnose par les gens qui ne sont pas des professionnels de santé dans un cadre médical, apprendre à bien circonscrire justement son champ d'action, et même par rapport à un trouble, non pas considérer que je vais résoudre ce trouble, mais que je vais intervenir, que je vais amener une aide, que je vais tenir un rôle à l'intérieur d'un processus pluridisciplinaire, Mhm. pour apporter un apaisement, et bien savoir sur quoi je vais apporter un apaisement, ça permet notamment de mieux collaborer avec des spécialistes dans différents champs. Par exemple voilà, si je dis moi je vais agir que sur la détente pour que la personne soit plus relaxée, ou si moi je vais agir que sur le sommeil pour que la personne soit mieux reposée, ça permet aussi à mon avis d'avoir un travail pluridisciplinaire et d'avoir un peu moins de guéguerre de chapelle, parce que c'est vrai que quand il y a moins de concurrence en réalité, on travaille sur des choses différentes et complémentaires pour le bien de la personne. Donc il y a même, non seulement c'est pas une mauvaise chose d'agir à un niveau vraiment très local et sans aller chercher à être cette espèce de Dr Freud voilà, qu'on a toujours fantasmé, mais d'agir vraiment en surface. Mais en plus de ça, je pourrais le recommander dans beaucoup de cas, et ça peut être vraiment, pour un travail pluridisciplinaire, ça peut être vraiment une excellente chose. Ok. Je sais pas comment des acouphènes je suis arrivé là, mais enfin voilà. Est-ce Bon, que c'est une parenthèse intéressante.
Après, je serais ravi d'entendre vos témoignages aussi sur les acouphènes. J'ajouterais, mais je vais prendre vraiment une minute pour ça, il y a plein de théories en fait, il y a plein d'hypothèses. Je ne sais pas où c'en est exactement là-dessus, mais il y a plein d'hypothèses différentes. Donc quand vous avez entendu une théorie qui explique pourquoi est-ce qu'on a des acouphènes, prenez-la comme une description possible, mais pas forcément comme une valeur de vérité, comme une parole de vérité. D'autant qu'en plus, il peut y avoir sous le même phénomène d'acouphènes plein d'explications différentes et plein de mécanismes différents. D'ailleurs, c'est le cas. Mais une explication que j'avais entendue qui était intéressante, c'était que c'était des sons. Alors bon, je dis pas que j'y adhère, j'en sais rien, j'ai pas la possibilité de vérifier ça, mais que ce sont des sons feedback, c'est-à-dire que l'oreille envoie des sons au cerveau, que le cerveau aussi teste l'oreille en quelque sorte, qui d'habitude, qui sont là, qui sont présents, mais qui ne sont pas entendus par nous, parce qu'on n'y fait pas gaffe, un peu comme on oublie la sensation de nos vêtements sur notre corps quand on les met, parce que ça, c'est pas intéressant comme info. Il y a des tas d'infos qui sont perçues par nos sens, qui arrivent jusqu'à notre cerveau, mais qui vont pas être données à notre conscience parce que c'est pas intéressant, c'est pas de l'info pertinente. Donc il y a des tas de sons que nos oreilles entendent, mais vraiment énormément de sons que nos oreilles entendent qu'on ne va pas entendre à un niveau conscient, parce que c'est pas intéressant. Même à un niveau qu'on peut très bien identifier. Par exemple, s'il y a un brouhaha, plein de gens dans une pièce, et puis qu'il y a une personne qui me parle, je vais être capable d'isoler cette personne. C'est-à-dire vraiment de faire une anesthésie auditive, une hallucination négative des autres sons pour l'isoler. Eh bien là, en quelque sorte, cette théorie dit que ces sons-là sont présents chez tout le monde, mais la personne qui souffre d'acouphènes psychologiques à ce moment-là a une sorte d'hyperacousie. D'ailleurs, c'est souvent corrélé, l'hyperacousie et les acouphènes, c'est-à-dire une hypersensibilité de l'oreille, et va se mettre à entendre des choses qu'elle devrait d'habitude snober à un niveau conscient. Donc en fin de compte, on peut procéder par une méthode aussi, mais c'est ce que je faisais à une époque, qui va l'entraîner par exemple à la paralysie, à l'amnésie, à différents phénomènes qui sont de la même nature, c'est-à-dire je ne parviens pas à percevoir quelque chose, ou je ne parviens pas à faire quelque chose que d'habitude je pourrais faire. Ou l'anesthésie, évidemment, ne plus ressentir par exemple une sensation, un toucher, alors qu'il est là. Et ensuite, on le transfère là-dessus. C'est-à-dire que ces sons qui sont réels, réels, ils ne sont pas acoustiques, mais ils sont réels quand même, vous n'allez plus les entendre. Au même sens que vous n'entendez pas, par exemple, le son du sang qui circule dans vos veines au niveau de vos oreilles. C'est des sons qui disparaissent, qui sont snobés par le seuil de la conscience, d'une certaine façon. Bien, à nouveau, on va faire une sorte d'anesthésie là-dessus. Donc ça, c'est une approche aussi qui est intéressante, qui est peut-être un petit peu plus complexe, alors qu'on obtient de bons résultats avec une approche simple. Donc bon, si on peut faire simple, on fait simple. Ok, ça marche. Tu avais quelque chose à rajouter ou est-ce que tu es prêt à passer à la prochaine question ? Sur les acouphènes, non, là, il me vient rien, mais il y aurait sûrement beaucoup de choses à en dire à nouveau, mais on reviendra dessus, à la limite, s'il me vient quelque chose, on reviendra dessus. On peut avoir l'occasion, effectivement. Ouais. Prochaine question, alors. Tu as parlé tout à l'heure, effectivement, justement pendant les acouphènes, là, de suggestions un peu directes pour améliorer, pour amener le sommeil, pour aider la personne à dormir. J'ai envie de rebondir du coup directement sur la question qui parlait des suggestions directes. Dans un précédent live, tu dis que tu utilises de plus en plus les suggestions directes dans ton accompagnement. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous donner quelques précisions sur les moments où tu vas préférer les utiliser et peut-être éventuellement nous donner quelques exemples de formulations que toi tu utilises justement et qu'est-ce que tu entends par suggestion directe ? Ouais, alors ce que j'entends moi, c'est toujours pareil, hein, très souvent en réalité, ce que j'entends moi n'a pas une grande importance. Pour faire un bon lien en plus avec les acouphènes, parce que j'entends des tas de choses que je ne devrais pas entendre. Non, mais ce que j'entends moi par là n'a pas une grande importance. C'est-à-dire, c'est pas à moi de définir ce que c'est. C'est à moi d'observer ce que c'est dans la littérature, etc., et dans le langage de mes collègues aussi, même si ça correspond pas forcément à ce que les auteurs. Par exemple, si je lis Erikson, suggestion directe, ça n'a pas le même sens que quand j'ai une discussion sur un forum avec des collègues. Mais c'est comme ça. C'est pas Erikson qui a raison ou qui a tort, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte et de savoir traduire les termes en fonction du sens qu'ils ont à ce moment-là pour notre interlocuteur. Donc, prenons le sens moderne de la suggestion directe. C'est vrai que, déjà, la suggestion, si je dis à quelqu'un de fermer les yeux, il va pouvoir fermer les yeux. Mais on n'est pas face au phénomène de la suggestion. On est face à un ordre, une demande, la personne peut dire oui, peut dire non, peut le faire, peut pas le faire, et puis si elle le fait, ça change rien à son état de conscience, enfin pas grand-chose. Là, par exemple, je ferme les yeux. Vous ne le voyez pas, mais là, je viens de fermer les yeux. Bon, je suis pas dans un état de conscience radicalement différent de celui d'avant, faut être honnête. Je suis pas en hypnose, en tout cas. Tandis qu'on peut être en hypnose les yeux ouverts.
Moi, ça m'est arrivé, et je connais plein de gens à qui ça arrive souvent, d'être dans une bonne hypnose les yeux ouverts, et puis on leur propose de les fermer, bah ça les sort de l'hypnose. Donc c'est pas corrélé, hein, la fermeture des yeux ou l'ouverture des yeux. Donc si je demande à une personne de fermer les yeux, c'est peut-être parce que ça m'arrange comme mise en condition, mais on n'est pas dans l'hypnose, pas encore. Par contre, si je dis à une personne, ok, ne fermez pas les yeux, mais vos yeux vont se fatiguer et vont se fermer tout seuls. C'est différent, là je la mets comme spectatrice de quelque chose qui va arriver. Donc j'annonce un truc, il y a une idée que je mets dans sa tête, et cette idée va produire un effet, un phénomène. Non pas juste quelque chose qu'elle va faire, mais quelque chose qui va se produire. Ou pas d'ailleurs, hein, ça peut rater, mais enfin, voilà. Ce que j'espère, c'est qu'avec le temps, en laissant peut-être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, etc., ses yeux se ferment. Et une fois que ses yeux sont fermés, il y a un début d'hypnose. Alors un tout début, hein. Faut pas se dire, ça y est, du coup, c'est bon, mon induction est finie, je passe à la suite. Non, oula, c'est une toute petite amorce de faire ça. Mais une fois que ses yeux sont fermés, il y a un début de quelque chose. Pourquoi ? Non pas forcément parce que les yeux sont fermés, mais parce qu'on a eu l'accomplissement d'une suggestion. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire l'inverse, lui mettre les yeux fermés et lui dire, maintenant, vos yeux vont s'ouvrir tout seuls. Et du coup, c'est quand les yeux sont ouverts que l'hypnose commence. C'est juste le fait que, voilà, j'ai eu ma réponse, j'ai passé commande à son inconscient, on va dire, pour faire simple, d'un truc, non pas à elle, mais à son inconscient, et avec le temps de livraison nécessaire, j'ai eu la livraison. Donc c'est bon, j'ai un début de contact, j'ai quelque chose, j'ai mon phénomène de suggestion. Quand je passe des commandes, c'est livré. Bon, je vais pas quand même peut-être pas passer une énorme commande derrière, il faut continuer d'être progressif, mais en tout cas, j'ai quelqu'un au bout du fil. Donc ça, c'est ce phénomène de suggestion. Mais quand je lui ai dit, vos yeux vont se fermer tout seuls, c'est une suggestion très directe. Attention, suggestion directe, ça veut pas dire qu'on gueule dessus, qu'on gueule sur les gens ou qu'on leur donne des ordres. Ça peut être extrêmement doux et bienveillant. On peut se dire, voilà, ce que je vous propose, c'est que vous allez simplement regarder un point devant vous et très tranquillement, très naturellement, vous allez sentir qu'une certaine fatigue, une certaine lourdeur va amener vos paupières à se fermer tout seul. Et ben ça, c'est très très direct. C'est extrêmement direct. C'est la personne, elle sait exactement ce que j'attends d'elle, ce que j'attends de son inconscient, de son corps, de ses paupières, et voilà, c'est très explicite. Simplement, juste pour rester quand même sur une définition un peu quand même, avant parce qu'il faut savoir de quoi on parle, la suggestion indirecte, en ce cas-là, elle consisterait peut-être à cacher un petit peu plus ma suggestion. Par exemple, à faire passer dans une question, à votre avis, est-ce que vos yeux vont se fermer tout de suite ou plus tard ? Bon, c'est un peu bateau, mais c'est un petit peu plus indirect. Ça reste direct, mais c'est un peu plus indirect. Et si alors là, je ne parle pas des yeux, je ne parle pas de fermeture, mais que ce dont je parle amène la personne à se sentir fatiguée, et comme elle se sent fatiguée, ses yeux se ferment, et c'est ce que je voulais obtenir, mais à aucun moment je l'ai demandé directement, et la personne peut dire « Waouh, mes yeux se sont fermés, mais je ne sais pas pourquoi, parce que vous ne l'avez pas demandé », alors c'est le comble de la suggestion indirecte, c'est la suggestion subliminale, voilà. Donc ça, c'est souvent... Souvent, on enseigne, moi on m'a appris à faire ça très très tôt dans ma formation, bien avant que je maîtrise les suggestions directes, d'ailleurs qu'on m'a quasiment pas apprises. On m'a appris à obtenir les choses de manière totalement allusive, toujours. Et j'étais quand même encombré par cette technique, et c'est vrai que quand j'ai osé faire des suggestions plus directes, à des gens qui viennent pour ça de toute façon, ben j'ai obtenu bien meilleurs résultats, des inductions bien plus rapides. Donc il ne s'agit pas d'aller vite en plus, il ne s'agit pas de presser les gens. Souvent on oppose l'indirect qui serait très gentil et doux et respectueux du temps au direct qui serait extrêmement pressant. C'est pas le cas du tout, au contraire, le direct ça marche pas si on n'est pas respectueux du temps. Et donc la première chose que vous pouvez faire pour les formuler, c'est déjà de faire passer l'objet de la phrase en sujet. Au lieu de dire à une personne par exemple, vous allez lever votre main droite, vous dites la main droite va se lever. Donc déjà ça c'est une chose, ça fait une suggestion, vous passez d'une instruction à une suggestion. Et si vous dites toute seule, à son rythme, vous la laissez faire, vous avez une suggestion directe. Si vous dites à quelqu'un « tu te sens bien », vous vous sentez bien, c'est pas une suggestion. C'est une proposition, mais il est possible que la personne, si elle se sent pas bien, elle dise « ben non, en fait ». Donc une suggestion, c'est vraiment une idée que vous allez mettre pour qu'elle agisse dans le temps. Donc c'est vraiment plutôt « voilà ce qui va se passer », non pas « voilà ce qui est en train de se passer ». C'est pas un constat. C'est dire plutôt, vous allez vous sentir bien, tu vas te sentir bien. Je ne sais pas si ça sera dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure, mais tu vas te sentir bien. Et ça, c'est une suggestion directe. C'est pas parce que je suis flou sur
sur le temps que ça n'est pas direct. Mhm. Donc, en effet, moi je pense que les inductions gagnent à être quand même assez carrées et directes. Je veux dire, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'entourlouper la personne. Et en plus, ça crée des résistances quand on essaie de l'entourlouper. Si on le fait pas de façon très habile, ça peut créer des résistances parce que son cerveau se stimule à ce moment-là et elle essaie de résister. Elle essaie de comprendre ce qu'on est en train de lui faire, elle essaie de décortiquer. Alors que si vous êtes extrêmement simple et direct, une commande à la fois, vraiment un truc très très simple, vous avancez ensemble pas à pas et ça marche très bien. Donc pour l'induction de l'hypnose, c'est vrai que j'utilise de plus en plus de suggestions directes. Pour l'idéomoteur aussi, vous mettez la main de la personne en l'air, vous lui dites votre main va monter toute seule et vous attendez. Vous n'avez pas besoin même de faire des métaphores, vous pouvez si vous voulez, c'est insistant mais ça reste direct. Hein. Les métaphores ça peut être très très direct. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, je ne sais pas ce que voulait dire la personne qui a posé la question, si elle parlait de l'induction ou du travail thérapeutique, parce qu'en ce cas-là, le débat est complètement différent. Eh ben, justement, moi j'allais te poser la question parce que là tu me parles d'induction et que du coup il y a deux méthodes, mais que toi tu préfères donc du coup plus du direct parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à faire de l'indirect, pas tout le temps. Hein, garde ça entre guillemets. Il y en a, mais en fait, c'est rarement. Enfin, disons que c'est bien, ça peut être intéressant pour contourner certaines résistances, ça peut être intéressant dans un cadre expérimental. C'est pour ça qu'Erickson a beaucoup développé ça, mais un cadre expérimental, moi, c'est pas mon cadre. Hein. De toute façon, j'ai pas. Et ça peut être intéressant dans certains cas pour certaines choses, mais globalement, à la base, la plupart des choses qu'on va pouvoir créer chez la personne, on peut très bien les créer avec des propositions très explicites, directes et simples. Okay. Pardon, je t'interromps au milieu de ta question, du coup, tu as retrouvé ton fil. Ça va. Je suis pas trop perdu. Du coup, ouais, effectivement, pour le travail à proprement parler, est-ce que tu les utilises beaucoup ? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier, justement, par rapport à utiliser plutôt des suggestions indirectes pour le travail ? Je pense que c'est ça d'ailleurs l'origine de cette accusation contre la suggestion directe. Ça n'a rien à voir avec le fait de parler à l'impératif ou pas. On peut parler à l'impératif, il n'y a aucun souci. Ça a à voir plutôt avec le fait qu'on va utiliser ou non le phénomène de la suggestion, c'est-à-dire, au sens ancien, c'est-à-dire d'une certaine obéissance. Quand une personne est en hypnose profonde, par exemple, si je lui dis à 3, vous allez vous lever de la chaise, vous allez aller vous asseoir là-bas, vous allez écrire un mot, vous allez le plier, vous allez le mettre dans votre poche, vous allez oublier ce mot et vous allez retourner vous asseoir et vous endormir. Et bien ça, au sens classique, si je dis ça et que je le déclenche, 1, 2, 3, j'ai fait une suggestion, ce qu'on pourrait appeler en hypnose de spectacle un numéro. Par exemple, quand je claquerai dans les doigts, vous allez vous réveiller, vous allez vous prendre pour Pharrell Williams et puis chanter, voilà, etc. C'est un numéro, c'est une proposition d'une toute une séquence de comportements. Alors ça peut être tout simple, ça peut être juste à 3 votre main va monter, mais ça peut être plus complexe, plus élaboré. D'ailleurs, Erickson et pas mal d'autres auteurs avant lui d'ailleurs disaient que l'induction de l'hypnose c'était faire différentes successions de numéros, c'est-à-dire de suggestions, de plus en plus complexe. Donc ça, c'est ce qu'on appelait une suggestion. Or, à une époque, c'était utilisé de manière assez directe, cette obéissance, pour dicter à la personne de se comporter bien. Par exemple, si on avait une personne qui fume, la mettre en hypnose et lui dire... par exemple, j'ai une personne qui fume et qui vient pour arrêter de fumer. Je la mets en hypnose. En hypnose, quand je lui dis à 3, vous vous levez, vous écrivez un mot et vous revenez vous asseoir, elle le fait. Alors je me dis, mais génial, je vais lui dire tout simplement, je vais faire une suggestion directe post-hypnotique, je vais lui dire simplement, à chaque fois que vous verrez une cigarette, vous allez faire ci, ça, ça et ça. C'est-à-dire, vous allez la regarder et la remettre dans le paquet sans la fumer et vous serez très content. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? La personne va obéir par le même mécanisme, mais en fait, elle va obéir. C'est-à-dire que quand elle va faire ça, c'est pas parce qu'elle est devenue non-fumeuse, c'est pas parce qu'elle a réglé son problème, j'avais déjà parlé de ça, mais c'est toujours bien d'y revenir, c'est pas parce qu'elle a réglé son problème, c'est parce qu'elle retourne dans une sorte de transe pour à nouveau obéir à un gars qui lui donne un ordre, et elle n'a pas vraiment arrêté de fumer. Donc on s'est aperçu à une époque que ça marchait pas, parce que ça tenait pas dans le temps. Ça a poussé certains à abandonner l'hypnose d'ailleurs, et ça a poussé certains à fonder d'autres disciplines, comme la psychanalyse à cette époque-là, parce que ça marchait pas. Et donc il a fallu attendre un peu plus tard, notamment Erickson. Je dis souvent il a fallu attendre Erickson, mais Erickson n'arrive pas comme ça ex nihilo. À son époque, il y a énormément de travaux sur l'hypnose, et des travaux qui avancent dans de bonnes directions, que ce soit aux États-Unis, en Union soviétique, etc. Donc il a fallu attendre cette époque-là pour qu'on se dise, on va utiliser ce phénomène de cette obéissance, de la suggestion, pour créer une situation qui permettra à la personne d'apprendre quelque chose. Et grâce à l'apprentissage qu'elle aura fait, elle va changer. Et on ne lui demande plus de ne pas fumer, on la met en hypnose, et puis on va lui dire par exemple,
eh bien, demain à 17h, vous allez, j'en sais rien moi, vous allez appeler un ami et vous allez lui dire ça y est, j'ai arrêté de fumer. Donc le lendemain à 17h, la personne exécute ça sous forme d'hypnose, c'est-à-dire sous forme d'obéissance hypnotique. Donc évidemment c'est problématique dans le sens où elle n'est pas elle-même à ce moment-là, mais peu importe, ça sera une fois dans sa vie, on ne l'a pas rendu, on ne l'a pas aliéné. Par contre, je mise sur le fait qu'il en découlera que comme il s'est engagé auprès d'un ami, et bien ensuite il va être obligé d'arrêter de fumer par lui-même. Et donc s'il refuse une cigarette ensuite, ce ne sera pas parce que je lui ai demandé, ce sera parce qu'il aura fait quelque chose qui amène ça. Et quand on lit les articles d'Erikson, par exemple, sur les cas thérapeutiques d'Erikson, c'est quasiment que ça, l'utilisation stratégique de la suggestion post-hypnotique de cette manière-là. Mais quand il donne un ordre, dans l'hypnose, il est souvent à l'impératif. Mais il porte sur quelque chose qui n'est pas directement le résultat voulu. Je vais prendre un autre exemple d'ailleurs pour l'induction. Si je dis à quelqu'un, vos yeux se ferment, c'est une suggestion directe, mais si je lui dis, vos paupières sont lourdes, très lourdes, eh bien, et que moi, ce que je veux obtenir, c'est qu'il se ferme, quelque part, bien que ça soit à l'impératif, et très bourrin, enfin, je veux dire, très basique, c'est une suggestion indirecte. Parce que j'espère que la lourdeur créera de la fermeture. C'est pas hyper subtil, hein, mais c'est pour bien dire que c'est pas la formulation, c'est pas le style grammatical qui compte. C'est est-ce que j'obtiens directement ou est-ce que je veux obtenir un effet, voilà. Donc moi, pour répondre à la question sur moi, sur ma pratique, j'aurais pas la prétention de dire que j'utilise la suggestion directe de manière indirecte, comme le fait Erikson, d'une façon parfaitement stratégique. Du coup, comme je ne fais pas forcément ça, eh bien c'est un peu l'inverse. Sur tout ce qui est la phase de travail, enfin, c'est pas que j'utilise une suggestion directe, c'est pas que j'utilise la suggestion indirecte, c'est que pour tout ce qui est travail, j'essaye d'utiliser plutôt une co-construction, si c'est possible. C'est-à-dire, par exemple, poser des questions à la personne, et que ça soit plutôt la personne qui va élaborer sa réponse, qui va élaborer sa métaphore, qui va élaborer sa suggestion post-hypnotique, qui va se reprogrammer elle-même, ou alors faire en sorte qu'il y ait une occasion dans l'hypnose qu'elle réfléchisse, ou qu'elle voit les choses autrement, qu'elle porte un autre regard. C'est-à-dire simplement, je la mets moi dans une situation qui va lui permettre de résoudre son problème, mais c'est pas moi qui résous son problème. Donc c'est en ça que, par contre, c'est très important pour moi quand même de pas faire de la suggestion trop directe pour le travail. Je vais essayer d'illustrer. Si j'ai une personne qui... alors, je vais essayer d'illustrer avec un cas. Si j'ai une personne qui a du mal à parler en public, je ne vais pas forcément lui dire désormais vous allez pouvoir parler en public. Ça, je vais exclure complètement d'ailleurs cette formulation, ça c'est sûr et certain. Mais je pourrais la mettre par exemple face à un public dans l'hypnose, lui dire voilà, vous êtes face à un public, et maintenant j'aimerais que vous parliez en vous sentant parfaitement à l'aise. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de la mettre face à un public et lui dire et maintenant, démerdez-vous en quelque sorte, vivez une expérience qui est celle qui vous fera du bien. Mais si ça se trouve, la personne va vivre une expérience d'humiliation incroyable, parce que ça va être cathartique pour elle, ça va lui permettre de sortir cette peur, et c'est ça qui fait qu'elle va arriver à parler en public. Ou si ça se trouve, je sais pas moi, elle va peut-être crier face à ce public, ou j'en sais rien, se transformer en une bête incroyable, ou je sais pas, je m'en fiche, c'est pas moi qui ai décidé de comment elle doit réagir. Je l'amène à une situation, mais je peux l'amener de manière très directive. Je peux lui dire, maintenant je veux que vous vous voyez sur une scène devant un public, et je veux que maintenant, vous viviez une expérience qui vous fasse du bien. Et là, tac, je deviens permissif. Donc c'est encore autre chose que direct et indirect. Je dirais que plutôt que d'être indirect, j'essaie d'être permissif à ce moment-là, dans cette phase-là. J'essaye, je dis bien. Mais quand même, voilà, je parlais des acouphènes tout à l'heure et du sommeil aussi. Il y a des applications sur lesquelles, à mon avis, on peut tout à fait être direct. Au moins dans un premier temps, au moins sur certains aspects. Par exemple, mettre la personne en hypnose et lui dire maintenant, vous allez dormir. La nuit prochaine, vous allez dormir profondément. Et non pas parce que votre problème est résolu, vous allez dormir profondément parce que je vous le demande. Mais il n'empêche que ça vous fera du bien et que vous vous réveillerez parfaitement reposé demain. Et puis pendant une semaine, vous allez dormir profondément parce que je vous le demande. Alors, on n'est pas obligé de préciser parce que je vous le demande, mais c'est pour vous montrer à quel point, là, après tout, c'est légitime. Oui, après tout, c'est légitime. Mais du coup, la personne sera reposée. Et à partir de ce moment-là, on la revoit et puis on peut lui dire maintenant que vous savez le faire, est-ce que vous le feriez pas de vous-même? Ça va permettre de créer un exemple. Et pour reprendre mon exemple de la parole en public, par exemple, pourquoi pas, en fait? Je pourrais très bien dire à une personne, à votre prochaine conférence, vous allez vous sentir vraiment parfaitement bien. Parce que je vous le demande. Et vous allez assurer, vous allez vraiment parler avec une grande aisance, parce que je vous le demande. Donc la personne le fait.
Mais une fois qu'elle l'a fait, maintenant, eh ben, ça a recadré une croyance. C'est-à-dire que si elle s'en croyait pas capable, eh ben, maintenant, elle est face à une évidence, c'est qu'elle en est capable. Et désormais, elle va pouvoir le faire, non plus parce que je le lui demande, mais parce qu'elle sait qu'elle en est capable. Ça va avoir créé, si on parlait, je crois, la dernière fois, ça va avoir créé un précédent, ça va avoir créé une référence dans sa mémoire qui va ensuite lui permettre de la retrouver, cette ressource. Donc on peut passer par quelque chose de temporaire comme ça, une première expérience qui soit réparée et rééduquée par la suggestion directe. C'est Pierre Janet d'ailleurs qui disait ça dans un petit truc que vous pouvez trouver d'ailleurs sur la chaîne, là, sur ma chaîne. J'ai mis cet extrait en audio récemment. Dans l'article, enfin ça s'appelle l'escalier de service, la porte de derrière et l'escalier de service. La porte de derrière, ouais. C'est les expressions qui sont utilisées par Pierre Janet. Et il dit ça, voilà, il y a des gens qui me critiquent en disant oui, la suggestion directe, c'est quand même pas un vrai changement de fond. Oui, mais il n'empêche que quand on a une personne qui ne mange plus, par exemple, un anorexique qui est sur le point de mourir, ben, il n'empêche que si on arrive à le faire s'alimenter par la suggestion directe, c'est déjà pas mal dans un premier temps, parce que ça lui permet de survivre. Alors tous vos blabla, toutes vos théories, votre philosophie, c'est bien gentil, mais il n'empêche que quand on est face à des situations d'urgence, quand on est face à quelqu'un qui souffre, il faut d'abord lui apaiser sa souffrance. Et on verra après pour les subtilités. Et il dit cette phrase qui est très, très, très belle, il dit « Il faut vivre d'abord et philosopher ensuite ». Voilà, on sent bien toute l'ironie de propre à Janet. Mais il a raison, et d'ailleurs on retrouve ça chez Erikson, on retrouve ça chez pas mal de gens qui évidemment sont des grands adeptes de la suggestion indirecte pour tout ce qui est psychothérapeutique, mais qui pour plein de choses sont aussi prônes de la suggestion directe. Par exemple, la réparation du sommeil, ou des choses comme ça, ou une douleur, on peut y aller et demander le résultat. C'est parfois légitime. Voilà. C'est un peu ce que tu disais sur la première question, de toute façon. Enfin, la réponse à la première question, c'est il faut au moins casser la chaîne là qui fait que tourner en boucle pour créer un changement et puis pour permettre après d'aller travailler plus en profondeur s'il y en a besoin. Oui, absolument. Et je dirais même que parfois, de commencer par un effet de manche un peu, ben, ça permet à la personne d'être rassurée sur le fait que voilà, là, il y a bien un outil qui pourra l'aider. Alors parfois ça peut être une promesse un peu trop forte, hein. Vous avez des gens qui vont très 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 bien et du coup ça tient pas, mais qui après sont très frustrés parce qu'ils veulent retrouver ça, ce que leur a fait la première séance là. Je veux retrouver ça, c'est extraordinaire pendant une semaine après la première séance, et puis après ils sont un peu déçus parce qu'en fait faut tout un travail de construction pour l'obtenir pour de vrai. Il y a eu une bande-annonce mais qui a dévoilé un peu trop du film, donc du coup après c'est un peu frustrant. Donc un échantillon peut suffire. Mais par exemple, sur l'arrêt du tabac, prenons l'arrêt du tabac par exemple. Typiquement, moi je suis très favorable à un travail de fond qui prend du temps. C'est-à-dire en fait un travail de fond qui prend pas forcément énormément de séances, mais qui va permettre à la personne de devenir non-fumeur. Et donc ça peut lui prendre 1 heure, ça peut lui prendre 1 semaine, ça peut lui prendre 1 mois, ça peut pourquoi pas lui prendre 1 an. Mais si c'est un peu trop progressif et trop long, ça peut se confronter aux croyances que les gens ont, qui est que voilà, arrêter de fumer c'est du jour au lendemain, etc. Et ça peut les désespérer. Oui, je vois bien que, mais bon, ça n'avance pas. Et en plus de ça, ça peut se confronter à d'autres événements. C'est-à-dire que si ça met du temps à venir, peut-être que dans 1 semaine, la personne sera stressée à nouveau, donc elle va fumer plus, parce que voilà, il y a d'autres choses. Donc ça peut être intéressant de lancer non seulement un travail de fond, pour que la personne soit non-fumeuse, mais en parallèle, pourquoi pas, un travail de surface. C'est-à-dire en plus de ça, vous n'allez plus arriver à fumer, vous ne pourrez plus fumer, et pourquoi pas vous serez dégoûté par le tabac, à condition que ça soit pas la seule stratégie. Et il y a un truc que j'aime bien faire, mais je crois que je me demande si j'avais pas décrit un peu ça déjà, mais bon, peu importe. C'est un truc. Je t'arrêterai au pire. Ouais, c'est un truc du genre le demander par suggestion directe, mais par exemple dire, ok, à partir de cette séance, vous n'allez plus fumer. Alors ça marche pas toujours, hein, mais je prends un exemple, on va dire. Vous n'allez plus fumer du tout, mais vous n'allez plus fumer du tout parce que je vous le demande. Et quelque part, vous ne fumerez plus, mais vous n'arriverez pas à en être parfaitement satisfait et fier, puisque ça serait juste un effet d'hypnose. Et d'ailleurs, vous serez dégoûté, mais vous sentirez que ce dégoût est très artificiel, qu'il n'est pas une libération, c'est juste un dégoût, c'est un effet d'hypnose. Mais il n'empêche que vous n'allez pas fumer. Puis, ça sera demain. Et après-demain, vous allez à nouveau fumer parce que je vous le demande. Vous allez à nouveau ne pas fumer parce que je vous le demande, et à nouveau vous aurez ce dégoût, sauf une cigarette que vous allez ne pas fumer parce que vous ne voulez pas la fumer, et vous serez très fier d'avoir réussi à librement, de votre propre initiative, réussi à décider de ne pas la fumer. Puis, dans 3 jours, vous allez ne pas fumer vos cigarettes parce que je vous le demande, et vous serez dégoûté, et vous ne serez pas particulièrement fier, mais vous ne les fumerez pas. Mais il y aura 2 cigarettes
que vous n'allez pas fumer parce que vous n'aurez pas envie de les fumer. Parce que librement, vous n'aurez pas eu envie et vous pourrez être vraiment fier de vous être libéré, etc., etc. Et donc ainsi, passer de quelque chose qui est ne pas fumer parce que c'est un effet d'hypnose, progressivement à ne pas fumer parce que j'en ai plus envie. Même si, bon, dans ma formulation, c'est un peu simpliste, c'est un peu paradoxal. Demander à une personne d'être libre, c'est encore un effet. Mais bon, c'est encore un effet hypnotique, c'est encore une suggestion directe. Mais bon, ça convient quand même. Donc là, j'ai fait un exemple un peu caricatural, mais sur pas mal d'autres procédures, ça marche très bien, ça. Donc, moi, j'aime bien ça. Cette approche. Sur le sommeil, notamment, ça marche pas mal. Parce que souvent, quand les gens consultent pour le sommeil, il y a quand même une urgence. C'est-à-dire que là, vraiment, ils n'ont pas le temps d'attendre, quoi. Il leur faut des garanties, il leur faut une bonne nuit de sommeil assez vite pour qu'ils puissent se rendre compte que ça va marcher, quoi. Je suis assez d'accord. Oui, tu voulais dire un truc ? Non, je sais pas si ça, sur la suggestion directe et indirecte, est-ce que c'était la question ? Je me souviens plus trop de la question qui avait été posée, du coup, donc j'espère que ça y répond. Tu y as répondu pas mal, parce que je te demandais des petits exemples de formulation aussi, tu en as quand même donné quelques-uns, donc si tu voulais en rajouter à la limite, mais sinon je vais t'embêter avec la prochaine question. Non, juste, je veux dire juste le direct et l'indirect. Ouais, pardon, le direct et l'indirect. Pour que tu puisses dire le contraire, vas-y. Ah oui, d'accord, je vais dire exactement le contraire. Non, mais le direct et l'indirect, voilà, faut savoir si on parle d'une suggestion hypnotique ou d'une suggestion post-hypnotique, en gros. C'est-à-dire que les suggestions qu'on fait dans l'hypnose pour agir en dehors de l'hypnose, souvent c'est intéressant qu'elles soient indirectes. Voilà. Vas-y, la question suivante alors, pour que je dise exactement le contraire. Enfin, c'est pas exactement le contraire, mais tu vas avoir un discours différent. C'est donc du coup la question vis-à-vis du magnétisme. Pour les adeptes du magnétisme animal, et comme l'a écrit Albert Rochas-Desglin, dont tu parlais la dernière fois, me semble-t-il, à partir d'un certain degré de transe profonde, le malade voit parfaitement son mal présent et peut indiquer le remède nécessaire. Donc ça rejoint un peu ta co-construction de séance et de ce qu'il doit en faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et est-ce que tu crois que l'hypnose profonde peut donner plus facilement accès à notre mémoire implicite là, pour aller chercher son mal présent et donc du coup le remède à ce mal-là ? Alors il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a la question sur le magnétisme. Alors, restez à l'écoute quand même, même si vous n'êtes pas, même si ce que je vais vous dire va vous décevoir beaucoup peut-être pour certains, mais voilà. À titre personnel, de rester, moi, ou... je sais pas. Mais à titre personnel, je ne suis pas adepte du magnétisme, du fluidisme, c'est clair. Non pas que je pense que ça n'existe pas, c'est que j'en sais rien, mais pour l'instant, en tout cas, moi je pense que l'hypnose n'a pas de rapport avec ça. Si ce n'est historiquement, puisqu'en effet, on sait que historiquement. Avant qu'elle s'appelle hypnotisme, et non pas hypnose, hypnotisme, cette discipline s'appelait magnétisme animal, sous l'impulsion de Mesmer, et que bien que la théorie du fluide et du magnétisme a été abandonnée très vite, sauf par certains, mais bon, voilà, globalement a été mise en question très vite, on a continué d'utiliser cette expression de magnétisme animal très très longtemps quand même, parce qu'on n'avait pas de meilleur mot, jusqu'à ce que Braid propose... neurohypnologie, hypnotisme, et puis que ça soit adopté quelques décennies plus tard. Donc, bref, on a parlé de magnétisme animal, et donc l'histoire de l'hypnose est en grande partie l'histoire de gens qui parlent de sommeil magnétique, qui se disent magnétiseurs, etc., mais qui, pour la plupart, croient déjà plus au fluide et croient à la suggestion. Déjà dès le début du XVIIIe siècle, enfin des années 1820, pardon, du XIXe siècle, on a cette transition. Donc voilà, ça c'est une chose, mais du coup, Rochas-Desglin, par exemple, j'en avais parlé à notre tout premier rendez-vous de questions-réponses, parce qu'on m'avait demandé des conseils de lecture. Et j'avais dit, ah non, pas du tout d'ailleurs. Non, t'as raison, j'en ai pas parlé à ce moment-là. Bon, j'en ai parlé dans un de nos rendez-vous où j'avais donné des conseils de lecture. Et j'en ai donné plusieurs fois. Et j'ai conseillé son livre à lui, et en fait, j'ai commis une erreur. C'est-à-dire que c'est pas du tout à lui que je pensais. J'ai réalisé après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai parlé de Rochas-Desglin ? C'est pas du tout à lui que je pensais, en fait. Je pensais à un autre. Je sais plus qui, là, maintenant. Ça m'échappe à nouveau. Mais je sais que c'est plus à lui que je pensais. Mais bon. Notamment, je le conseille que moyennement, en réalité. Donc, bon, tant pis. S'il y en a qui l'ont lu à cause de mon conseil, ça m'étonnerait que vous l'ayez déjà lu, mais bon, pourquoi pas. Il y a des choses intéressantes quand même. Il reprend des choses intéressantes, mais bon, c'est lui qui ouvre un peu la voie vers régression, vie antérieure, enfin, des choses sur lesquelles je suis quand même assez prudent, on va dire. Donc, bon, méfiance. Et puis, voilà, et c'est vrai que même pour l'époque, il s'inscrit dans une tradition un peu vieillotte. C'est un peu comme Jean Filiatre, par exemple. Le livre de Jean Filiatre, c'est quand même pas génial. Je crois que ça doit dater de 1900...
je sais plus combien, 5, enfin bon bref, ça a quasiment un siècle de retard en fait, donc c'est pas formidable. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais donc oui, en effet, il parle de ce magnétisme, c'est des gens qui finalement ont lu un peu tardivement Puységur, pour ainsi dire, mais sans forcément connaître tout ce qui a été fait depuis. Et c'est vrai que on a chez Puységur, fin 18e, début 19e, donc vraiment le pionnier, j'en parlais une autre fois aussi, j'en ai parlé, et je pense que c'est un des créateurs de la discipline, on a, donc c'est un mec qui faisait du magnétisme animal, cette idée de plonger les gens dans un état très profond dans lequel on va leur permettre de faire... d'avoir des intuitions extraordinaires sur qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi votre problème, et quel est votre remède. Et donc on peut, à l'intérieur du sujet, voilà, en lui posant des questions, notamment on le met en hypnose, et on lui pose, enfin en hypnose, qu'on appelait à l'époque le somnambulisme, ou le sommeil magnétique, etc., dans un état très profond dans lequel on va discuter avec lui, on va lui demander qu'est-ce que vous avez au juste, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fasse. La personne répondait, vous me faites une saignée, vous me faites une infusion, etc. Et puis on lui faisait ça, et il se passait ce qu'elle avait demandé. Et ça a beaucoup impressionné beaucoup de gens derrière, c'est sûr, et ce que je disais la dernière fois d'ailleurs, c'est qu'il y a les prémices d'une démarche maïotique et analytique qui est vraiment très intéressante. Mais simplement, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, les connaissances qu'une personne pouvait avoir sur sa propre médecine étaient... bon, je ne veux pas dire qu'elles étaient proches de celles que pouvait avoir un médecin, mais ça pouvait pas être tellement pire que ce qu'on faisait à l'époque. On faisait des saignées de toute façon, les gens savaient à peu près quel type de remède on donnait, et c'est pas sûr qu'ils se guérissaient parce qu'on leur avait administré ce remède. Pas sûr du tout d'ailleurs. Probablement que c'est plutôt l'autosuggestion qui allait les guérir. Donc si on applique ça aujourd'hui, je ne suis pas tout sûr que ce soit une bonne solution. De dire par exemple que plutôt que la médecine officielle, on va mettre les gens en hypnose et leur demander quel remède il faut leur donner. Ben non, parce qu'ils n'ont pas du tout les connaissances dans la médecine qu'on a aujourd'hui, qui est capable de sauver des vies. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu anti-médecine, notamment chez les praticiens en relation d'aide, mais moi je suis totalement... je m'oppose à cette vision-là. Donc il faut surtout pas qu'on laisse croire à la personne qu'elle soit capable de se faire un autodiagnostic et une autoprescription qui soit correcte, ni à un niveau psychologique, ni à un niveau physiologique. Parce qu'en fait, ça peut créer de gros dégâts. Ça peut vraiment créer de gros dégâts. Non, ce n'est pas forcément vrai que la personne sait intuitivement qu'il y a une part d'elle qui sait ce qu'il lui faut, et que si on la met dans un bon état profond, on va le trouver. Seulement, ceci étant dit, à un niveau psychologique, quand même, c'est moins grave qu'à un niveau physiologique. Et c'est vrai que, par exemple, si une personne a un trouble émotionnel, etc., on peut, en hypnose, lui demander comment vous allez le résoudre, comment vous voulez qu'on le résolve, et suivre un peu les indications qu'elle nous donne. Et c'est quand même très efficace, parce que souvent, on va aller beaucoup plus droit vers quelque chose qui fait sens pour elle. Après, c'est difficile de savoir si c'est parce qu'elle l'a trouvée en elle, ou si c'est parce qu'elle vient de l'élaborer, cette solution. Et que du coup, comme elle vient de l'élaborer, eh bien, elle va marcher. C'est la même chose que je disais tout à l'heure sur les sujets de Puységur. Est-ce que c'est la saignée qui l'a guéri, ou est-ce que c'est parce qu'il s'est dit, tiens, si on me fait une saignée, je promets de guérir. Donc, c'est difficile de savoir s'il y a en la personne une connaissance intuitive de son remède, et qu'on accède à ce remède, ou si simplement durant l'expérience d'hypnose, la personne va jouer le jeu de imaginer qu'elle accède à un remède, et du coup, si on lui prescrit ce remède, je parle à un niveau métaphorique, un remède, pas du tout médical, si on lui prescrit cette solution, à ce moment-là, bien quelque part, elle s'est engagée à faire le reste. Donc c'est une forme qu'on peut exploiter, mais elle ne nous indique pas forcément quelle est la corrélation réelle. Et c'est un fantasme qu'il y a eu. À un moment donné, donc, il y a eu une énorme mode des somnambules, mais vraiment une énorme mode au 19e siècle. Je ne sais plus exactement dans quelle décennie il y a eu vraiment un pic de ça. On ne parlait plus que des somnambules. Les somnambules, c'était ces gens qu'on mettait en transe, comme ça, par le magnétisme, et qui étaient supposés dire l'avenir, vraiment guérir les gens à distance. Enfin voilà, ils avaient remplacé les voyants, les guérisseurs, c'était les somnambules. C'était les nouveaux mages vraiment du 19e siècle à une époque, et ce qui a été ensuite critiqué parce que justement il y a eu beaucoup d'abus, et surtout il y a eu beaucoup d'escroqueries en réalité. On prêtait à ces somnambules des capacités paranormales dans cet état-là qu'on n'a jamais pu vérifier ensuite, et que tous les auteurs sérieux sur la question qui ont passé leur vie, qui ont consacré leur vie à rechercher sur l'hypnose, sont tombés d'accord sur le fait que ces capacités paranormales qu'on prêtait aux somnambules ne peuvent pas être produites et ne peuvent pas être vérifiées. Par contre, la personne dans cet état hallucinatoire,
peut avoir le sentiment que, par exemple, elle peut avoir l'hallucination qu'elle sort de son corps et qu'elle rentre à l'intérieur du corps de l'autre et qu'elle observe une tumeur, etc. Elle peut avoir cette impression, mais si elle tombe juste, qu'est-ce qui a fait qu'elle tombait juste? On ne sait pas du tout ce que ça peut être. Et puis en réalité, on s'aperçoit que les expériences montrent que c'est pas reproductible. Donc bon. Quand on lit des auteurs de ces époques-là, et même des auteurs qui ont l'air de se référer à des auteurs qui ont déjà un siècle à leur époque, il faut quand même évidemment y prendre tout ce qu'on peut y prendre. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il faut arriver à le traduire dans des termes qui soient les nôtres. Il faut arriver à les trahir en quelque sorte, alors faire parler notre langage à nous, et à rester vraiment très très sceptique aussi sur des choses qu'on croyait à l'époque. Évidemment, il y a une première méthode sceptique très simple aussi, c'est de se dire, mais franchement, si ça c'était vrai, dans certaines allégations qui ont été faites sur l'hypnose, si ça c'était vrai depuis le temps, ça se serait largement, je veux dire, ça aurait fait la une de tous les journaux, et aujourd'hui ça serait une pratique courante. Il y a des tas de pratiques qui sont annoncées comme réelles en hypnose. Bon, elles sont pas reproduites, on n'arrive pas à les refaire, et c'est pas juste une question d'époque. Après, voilà, je sais pas si je réponds bien à cette question, mais je me méfie un petit peu, voilà, de cette espèce d'autodiagnostic de l'intuition. Et alors, puis Ségur faisait mieux que ça, et ça a été reproduit aussi. Il prenait certaines personnes qui étaient très très bons sujets pour faire les diagnostics des autres, pour faire les diagnostics des autres personnes. Il disait, regardez cette personne et dites-moi ce qu'elle a. Alors il décrit quand même des résultats qui sont troublants, bien sûr, mais après voilà, il faut se poser des questions, mais c'est pas forcément des réponses. Et Rochat d'Aiglin, c'est une source quand même assez peu fiable là-dessus, hein. Il a clairement un penchant vers cette psychologie très à la mode à l'époque, et moi c'est pas mon approche du tout de l'hypnose, donc c'est pareil. En fait, il y a une différence entre ce qui se passe en hypnose et ce que la personne a le sentiment d'avoir comme information qui lui vient, et la vérification. C'est exactement le même problème avec la régression dans les vies antérieures. C'est pas parce qu'une personne a le sentiment qu'elle est allée trouver une vie antérieure et qu'elle a vécu ci et ça et ça, etc., que c'est vrai. D'ailleurs, très souvent, on voit bien qu'il s'est plein d'incohérences historiques, que la personne elle peut accéder à tout sauf à la langue, comme par hasard, qu'elle se trompe dans les costumes, dans les dates, enfin bon, qu'il faut pas trop lui demander de détails. Enfin, on voit bien que c'est plutôt une expérience imaginaire, construite autour d'une forte conviction, et cette conviction peut être utile, mais elle peut être à double tranchant aussi, elle peut créer de la souffrance aussi, et donc je n'ai pas à obéir. Si par exemple je mets une personne en hypnose et que je lui dis, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, mais même prenons un exemple très 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 bateau. Alors, je parlais du tabac. Si je mets une personne en hypnose et qu'elle me dit, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut, et que la personne se dise, il faut que je m'empêche de fumer toute ma vie, et que je reste motivé sur le fait qu'il faut que je cède pas à cette sensation, que je cède pas à cette tentation, pardon. C'est pas parce qu'elle dit ça et qu'elle dit ça en hypnose. Parfois, on a vraiment un sentiment que si elle dit ça dans un état d'hypnose, alors là, je peux plus rien faire, j'ai pas le droit d'y toucher. C'est que c'est une parole de vérité. Son inconscient a forcément raison. Mais non, pas forcément. Donc, c'est pas parce qu'elle dit ça en hypnose que c'est forcément vrai. D'ailleurs, il suffit de lui dire, très bien, c'est une option. Mais si je vous propose, par exemple, de plutôt vous libérer pour ne plus du tout être fumeur et du coup, ne même pas être tenté et fonctionner avec autant de facilité et d'aisance par rapport à ça que le ferait n'importe quel non-fumeur. Est-ce que vous préférez ? Il y a de très grandes chances qu'elle vous dise « Ah oui, c'est pas con, oui, je préfère ça, mettez-moi ça plutôt. » Donc, méfiez-vous de l'autodiagnostic des personnes. Elles ne sont pas habilitées. Moi non plus d'ailleurs, c'est pour ça que je procède pas moi-même par diagnostic, donc je procède pas non plus avec les personnes par diagnostic, je leur demande pas de le faire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à cette question, la personne nous le dira. Hein. Vous pourrez repréciser vos questions après, hein. N'hésitez pas, hein. On peut faire vraiment un débat comme ça, de façon interposée. Ça donne déjà un début de réponse, et ça complète bien l'autre question, je trouve, entre l'indirect, le direct et je laisse vraiment tout émerger de la personne et décider de ce qu'elle doit faire. Le principe là qui se recoupe pas mal de ce que j'entends, c'est on l'accompagne quand même pendant un temps, puis on lui laisse un peu de liberté, mais on est quand même toujours là pour rester curieux avec elle de ce qu'elle peut trouver de mieux comme solution. Oui, ce qu'elle peut trouver, on élabore ensemble, mais c'est une double expertise. Il y a son expertise de l'intérieur, ses sensations, tous ses souvenirs, etc. Mais il y a aussi notre regard, notre objectivité, notre scepticisme aussi. Et c'est un travail qui se fait à deux. Donc il faut pas non plus forcément mettre de côté, faut pas forcément non plus prendre tout ce que la personne nous dit pour argent comptant. Mais on teste des trucs, quoi. Bon. C'est à deux.
Vous avez le droit de dire à une personne, non, vous avez tort, même en hypnose. Vous voyez ce que ça donne. Est-ce on prend une autre question? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben écoute, ouais, j'en avais encore une. Tiens, ça finira bien la séance hypnotique. On va parler d'amnésie, si tu es d'accord. Puis si t'es pas d'accord, tant pis. Pourquoi proposer des suggestions d'amnésie de la séance? À savoir comme si là le fait de pas se souvenir avait un effet plus fort pour ce qui s'était passé en séance et permettait un meilleur résultat. Donc pour toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si tu es d'accord ou pas, c'est quoi la valeur ajoutée éventuellement de faire amnésier une séance? Je comprends, ou une partie. C'est une question intéressante parce que souvent on accepte qu'une séance amnésiée, on va utiliser cette expression en effet, serait mieux qu'une séance dont la personne se souvient. Et en réalité, on ne questionne pas forcément pourquoi. Et c'est un héritage probablement d'Erikson en grande partie, pas que, mais en grande partie, parce que justement lui il utilisait énormément la suggestion post-hypnotique de façon stratégique. Alors la suggestion post-hypnotique directe, telle qu'il l'utilisait, est de bien meilleure qualité si la personne ne se souvient pas de la programmation qu'on lui a faite. C'est-à-dire par exemple, vous me mettez en hypnose, vous me dites à un moment donné, à un moment donné de la semaine, par exemple mercredi à midi, tu vas faire ci, ça, ça et ça. Si je me réveille de l'hypnose et je me souviens absolument pas de cette consigne, elle se déclenchera de façon beaucoup plus automatique, beaucoup plus intégrée, bien plus qualitative. Si je m'en souviens, il y a de fortes chances que mercredi à midi, je me dise « Ah, tiens, au fait, ouais, mais non, mais il m'a demandé de faire ça, mais je risque de pas le faire, en fait. » Donc il avait besoin, souvent, d'un état suffisamment profond où les suggestions post-hypnotiques sont oubliées au réveil de la séance, pour qu'elles puissent être programmées et se déclencher vraiment de manière parfaitement sincère et pure, avec une belle qualité. Mais bon, moi par exemple qui n'utilise pas forcément ça, ça m'arrive mais pas forcément, et puis je peux l'utiliser sans amnésie. Franchement, j'ai pas forcément une énorme amnésie à chaque séance. Il y a de l'amnésie un peu spontanée au petit bonheur, c'est-à-dire on a fait tellement de choses que forcément il y a des choses que les gens oublient. Il y a des gens qui se souviennent de rien au réveil, mais je fais pas forcément des trucs par exemple comme faisait Erikson, que la personne ne se souvienne même pas d'être entrée en transe ou même pas d'être venue. Non, je pense que ça peut arriver, mais c'est rare. Et c'est accidentel. On peut le suggérer, mais enfin ça n'a pas forcément d'intérêt. Enfin moi je travaille pas forcément comme ça. Et les gens, et au contraire, quand on passe par une approche maïotique ou expérientielle, ou à l'intérieur de la séance la personne va vivre quelque chose de fort, il peut être intéressant qu'elle se réveille en se souvenant de ce qu'elle a vécu de fort. Parce que c'est un apprentissage. Ou alors par exemple si elle a reçu un conseil ou un apprentissage de son inconscient, il y a de fortes chances qu'elle s'en souvienne après, puisque justement il l'a donné au conscient durant l'hypnose. Une hypnose moyenne, certes, peut-être pas hyper profonde, pas somnambulique, mais où il s'est passé une connexion entre le conscient et l'inconscient. Donc quelque part, je remonte de ma plongée avec des roches récoltées au fond de l'eau, sous le bras, quoi. Je remonte avec des choses, avec une richesse supplémentaire. Donc on a rarement une amnésie sur la totalité. On a en général une amnésie naturelle sur une partie parce qu'on se souvient pas de tout. Enfin, je veux dire, même si on parle pendant 1 heure, on peut pas réciter chaque mot, c'est normal. Donc c'est vrai que peut-être on surestime en partie ça. En général, ce qu'on dit, c'est que ça favorise. Alors pour les gens qui décortiquent, ça leur évite de décortiquer la séance. Alors ça, c'est pas faux. Ça peut être intéressant de faire augmenter les suggestions d'amnésie. Pour les gens qui décortiquent, comme ça on leur laisse en fait ils ont l'habitude de contrôler les choses et ils ne savent pas lâcher prise. Et bien là ils n'ont pas le choix, comme ils ne se souviennent pas de sur quoi on a travaillé et exactement ce qu'on a fait, ils sont obligés de lâcher prise et de voir après c'est spontanément. Souvent il y a des gens qui disent écoutez je reviens mais alors j'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait la dernière fois. Bon, c'est spontanément. Ce qui est bien, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire des suggestions très permissives là-dessus, de dire voilà, quand vous allez vous réveiller, il y a des choses dont vous allez vous souvenir, et peut-être même que vous allez oublier après, des choses que vous allez oublier et dont vous allez vous souvenir plus tard, et puis des choses dont vous allez tout simplement vous souvenir, et des choses que vous allez tout simplement oublier. Mais en fait, la théorie quand même derrière, c'est que on plante certaines graines en profondeur pour qu'elles agissent à un niveau inconscient.
et qu'en effet, il y a certaines suggestions qui nécessitent de rester à un niveau inconscient. Parce que si la personne y pense trop à un niveau conscient, c'est un peu comme si vous avez planté une graine en profondeur, et vous allez régulièrement voir si ça commence à pousser. Donc vous recreusez la terre dessus, et vous la dérangez en fait, vous dérangez la terre, vous dérangez la graine. Non, ce qu'il faut faire, c'est la planter, refermer et oublier. C'est-à-dire, elle n'est plus là. Vous l'oubliez ou vous ne l'oubliez pas, mais vous ne la voyez pas. Et ensuite, à un moment donné, elle va pousser, et elle va sortir de terre, et ça va être le signe qu'elle était bien là et qu'elle a bien agi en profondeur. Donc il y a quand même cette idée-là, en effet, qu'il y a des choses qui vont être déposées, qui vont être aménagées et faites à l'intérieur de ces niveaux profonds d'hypnose, qui doivent y rester pour bien agir depuis le fond de nous-mêmes, pour nous influencer de l'intérieur. Mais bon, ça dépend de la nature du travail. Si vous faites une suggestion permissive d'amnésie, eh bien vous permettez ça. Vous permettez à la fois que des choses restent dans l'hypnose, et vous permettez en même temps que si c'est utile et important, les choses soient ramenées à la surface aussi, et que la personne en ait conscience, qu'elle ait des choses à raconter en revenant le soir chez elle, et ça peut lui faire du bien, ça peut lui amener beaucoup de fierté. Donc je dirais que ça dépend du niveau d'hypnose, ça dépend des outils d'hypnose, c'est assez complexe. Mais en tout cas, ne pas forcément prendre comme une parole d'évangile, ce genre de choses, du genre il n'y a rien de tel qu'une amnésie, ou l'hypnose c'est uniquement si on a oublié la séance, sinon il n'y a pas eu hypnose. Non, c'est pas forcément vrai, mais il est certain que par exemple moi l'hypnose avec laquelle je travaille est probablement beaucoup plus légère, même si je m'efforce de la rendre quand même assez profonde, mais je pense que ça reste quand même ce que la plupart des auteurs historiques auraient appelé une hypnose légère, voire moyenne. Donc c'est évident que certains phénomènes comme ça sont moins accessibles immédiatement et moins malléables, mais c'est aussi lié au format et à plein de choses, puis ça fonctionne très bien, donc bon, pourquoi pas. Donc à moins de faire du somnambulisme. C'est la réalité du cabinet, oui. C'est la réalité du cabinet, ouais, tout à fait. On n'a pas le temps pour faire du somnambulisme, mais ça ne serait pas forcément nécessaire. D'ailleurs, c'est ce que disait déjà au XIXe siècle, c'était le débat entre l'école de Nancy et l'école de la Salpêtrière. À l'école de Nancy, on disait, si on fait de la thérapeutique sur des gens qui ne sont pas hystériques, qui sont des sujets sains, qui ont des troubles, eh bien on ne va pas forcément avoir le temps de faire des hypnoses très profondes, et c'est pas grave, en fait, on va obtenir des niveaux d'hypnose qui sont largement suffisants pour ce qu'on a à en faire. Donc c'est ce que reprenait Wetterstein et d'autres auteurs aussi. Donc, écoute, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus, à moins que tu aies une autre question sur le même sujet, mais je pense sinon on va pouvoir terminer là-dessus. En fait, ce que tu dis, ça rejoint un peu ce qu'on peut à peu près répondre tout le temps aux questions. Ça dépend dans quel contexte. Exactement. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Pas toujours, mais ça peut effectivement, comme tu dis, être intéressant de laisser la graine pousser d'elle-même sans y retourner, quoi. Ouais. Donc non, tu réponds plutôt bien à la question. En y répondant pas, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles on a envie de dire, ça dépend. Et vous essayez sans et essayez avec. Mais je veux dire, l'amnésie, vous prenez pas trop la tête. Enfin, moi, personnellement, je ne me prends pas trop la tête dessus. Je fais des suggestions, je pose des suggestions, parce que c'est surtout au début de l'induction, je pose des suggestions d'amnésie pour la fin de l'induction, parce que ça peut être des bonnes suggestions pour l'approfondissement de l'hypnose, et rassurante pour la personne de savoir qu'elle va pouvoir vivre des choses mais ne pas s'en souvenir. Ça lui permettra de vivre des choses peut-être même fortes ou embarrassantes, et si elle veut, à l'intérieur d'elle, et comme elle a la possibilité de les effacer et de ne pas s'en souvenir en se réveillant, elle a la possibilité finalement d'aller vers des trucs donc qu'elle sait qu'elle ne supportera pas à l'état d'éveil. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous poser des suggestions permissives, c'est possible, et puis la personne elle fait sa tambouille autour de ça. En tout cas, moi je me prends pas la tête là-dessus. Vraiment, l'amnésie, je cherche pas. Un petit exemple là non, je vais dire, je cherche pas à faire des histoires encastrées ou une tonne de confusion, sauf vraiment dans des cas rares où je cherche l'amnésie, mais c'est rarissime quand même. Un petit exemple de... par exemple, oui, j'ai un exemple encore récent d'ailleurs, une personne, quand j'ai dit ça, quand je lui ai dit, vous savez, à la fin de la séance, en vous réveillant, vous pourrez ou bien vous souvenir, ou bien souhaiter ne pas vous souvenir d'une chose que vous laisserez à l'intérieur de l'hypnose. Eh bien, elle est allée vivre quelque chose de très, de très intime, ou vraiment des choses très, très sexuelles, etc. Et c'est une personne qui, à mon avis, c'est une personne que j'ai vue un mois à peu près, que j'ai eu à distance il y a un mois à peu près, que j'avais déjà vu en vrai dans mon cabinet, mais c'est une personne que j'avais déjà vue et qui était extrêmement pudique à tout point de vue. Vraiment, on voyait une personne extrêmement pudique et ça se voyait. Et là, en effet, elle a pu vivre ces choses-là que moi je sais pas. Enfin, elle les a vécues intérieurement. Elle m'a juste dit 2-3 mots en me disant, là j'ai fait ci à ça. Mais en se réveillant, visiblement, j'ai un peu demandé, un peu sondé comme ça, mais sans mettre le doigt dessus forcément, parce que je voulais pas réveiller l'amnésie. Et visiblement, elle ne se souvenait pas de cet épisode-là. Donc ça lui a permis d'aller le vivre en sachant que la personne qu'elle sera à l'état d'éveil
conseil ne sera pas embarrassé d'avoir vécu ça devant moi, de m'avoir dit ces choses-là. Donc ça peut être une des fonctions de l'amnésie, par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut la dire, il faut la proposer avant. Oui. Donc bon, j'aurai probablement d'autres idées qui me reviennent dessus. Au pire, la prochaine fois, on pourra même, si j'ai des compléments qui me viennent d'ici là, avant de prendre les questions, je pourrais faire un complément. Avec plaisir. Mais donc voilà, réagissez par rapport à ces réponses. Du coup, on a plus de temps pour ça. On a moins la spontanéité du direct, mais on a la possibilité de réagir. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez poser vos questions. On peut revenir sur certains thèmes, mais aussi en aborder de nouveaux. Et ça vous permet aussi de poser des questions plus longues. N'hésitez pas à mettre des cas. Alors, soit on lit le cas entièrement, soit on le résume un peu. Ne nous envoyez pas peut-être de parfois tronquer un peu vos questions, mais je pense que Nico essaie d'aller vers l'essentiel. Oui, je les retravaille un peu avant de te les donner quand même. Voilà, tu corriges les fautes, j'imagine. Ouais. N'importe quoi. Les questions sont parfaites. C'est toi qui réponds à côté de temps en temps. Voilà, c'est ça. Le problème vient des réponses. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que cette formule vous va aussi. On fera des lives. Je vous l'avais déjà dit, mais on fera quand même des lives de temps en temps parce que c'est quand même vachement agréable et chaleureux. Mais voilà, en tout cas, on garde le contact. Et donc, merci beaucoup, Nico, d'être toujours fidèle au poste. Avec plaisir. Retrouvez les replays sur garnier-hypnose.com évidemment. Partagez vos avis et vos expériences dans les commentaires, posez vos questions, partagez la vidéo ou partagez l'audio, on va dire, sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés. Retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo, les liens, le sommaire interactif, etc. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite santé, bonheur et tout le team. À la prochaine fois, au revoir.